souvent on me demande quand on rencontre quelqu'un: «Qu'est-ce que tu fais dans la vie?» Moi j'aime bien dire: «Mais qu'est-ce que tu es dans la vie?» En fait, on est et après on fait, avec ce qu'on est, potentiellement. Salut les curieuses, salut les curieux. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir rendez-vous avec Aliénor Rouffet, ancienne journaliste, femme, auteure, entrepreneuse, conseillère, mère, experte en résolution de conflits, passionnée, mais également THPI. Bonjour Aliénor et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Mathieu, merci beaucoup de m'avoir invité sur cette chaîne pour nos échanges à venir. Eh ben avec grand plaisir. J'ai cité beaucoup de casquettes et d'étiquettes te concernant, mais le tout étant plus que la somme des parties, ça met juste en avant le fait que tu n'es pas résumable à l'une d'entre elles et qu'on pourra en trouver beaucoup d'autres sans pour autant parvenir à te cerner totalement, ce qui est, tu en conviendras, j'imagine, une très bonne chose. J'aimerais également présenter Gaëtan, qui sera en régie durant toute l'émission et qui viendra à la fin pour nous partager son point de vue subjectif, comme à son habitude. Nous allons commencer, si tu veux bien, par explorer ensemble ce que j'ai baptisé les 3 étapes. Donc je vais les résumer brièvement, puis nous développerons ce qu'elles peuvent bien représenter ou non dans ton parcours de vie. Ce que j'ai baptisé l'étape 1, c'est l'étape du décalage. C'est celle où on se demande ce qu'on fout là. On se sent seul avec son ressenti et on pense qu'on est potentiellement fou à l'endroit où soit le monde est fou et on est le seul à avoir tort, soit tout le monde est fou et on est le seul à avoir raison. Et donc, dans ce décalage-là, finalement, au bout d'un moment, on finit par se qualifier assez régulièrement d'extraterrestre. La deuxième étape, c'est celle où une étiquette vient éclairer le décalage ressenti sans explication pendant tout ce temps. Et donc, à ce moment-là, l'étiquette nous permet d'accéder à un sens plus ou moins rationnel qui explique le décalage et surtout à 3 nouvelles certitudes. On n'est pas fou, on n'est pas seul, mais on est bien extraterrestre à l'endroit où on appartient à une nouvelle tribu. Et l'étape 3, qui est celle qui m'intéresse le plus, eh bien c'est celle de qu'est-ce qu'on fait de tout ça et est-ce qu'il ne serait pas à ce moment-là possible d'aller enfin à notre appartenance à l'humanité et donc est-ce qu'il ne serait pas temps de réhumaniser son extraterrestre? Donc voilà, j'en arrive à ma première question pour toi Aliénor après cette grande introduction. Et surtout que là, tu me donnes sur un plateau la question que je sers habituellement aux autres invités. Étant donné les 5 premières lettres de ton prénom, est-ce que tu as déjà utilisé le terme d'extraterrestre pour t'auto-qualifier? Non, pas du tout. Voilà, ça c'est ma réponse, c'est hyper fermée. Ouais, bah oui. Non, pas du tout. Le côté décalage, oui, mais extraterrestre, non, parce que je suis terrestre, hein, j'adore avoir les pieds sur terre, donc dès que je suis en avion à 10 000 au-dessus de notre terre, je suis un peu en PLS. Donc non, je suis très très terrestre et très terrienne. Tu t'es toujours senti appartenir à l'humanité, même si tu sentais un décalage à l'intérieur de toi alors? Bah oui, parce qu'on en fait tous partie, mais un ressenti, une réalité, c'est pas exactement la même chose. Et je pense que c'est comme ça pour chacun d'entre nous finalement, hein, puisqu'on est unique et un seul et en même temps dans un tout. Donc tant qu'on n'est pas fusion et du mercure, finalement on appartient à ce tout. Ah ça y est, je vais partir sur un truc qui est... Fabrice, allô. Ouais, et Ouais. c'est depuis les quelques minutes là qu'on est ensemble, puisque évidemment on commence pas directement par filmer. J'aurais envie de dire c'est la tornade Aliénor qui arrive sur la chaîne et ça fait plaisir, c'est chouette. Donc Ok. laisse libre cours à ce qui te vient, c'est ok. C'est la singularité des personnes qui nous intéressent et c'est pas forcément mes questions n'attendent pas de réponses précises, c'est tes réponses qui seront justement souhaitées une fois Ça qu'elles seront marche. posées. Ouais, après Euh, j'envisage la diffusion des réponses et je me dis merde, on va me prendre pour une cinglée. non, je C'est pense que justement adieu il y a vos pas vaches beaucoup de cochons. risques. Est-ce que néanmoins, ce que j'ai baptisé l'étape 1 correspond à quelque chose pour toi? L'étape où tu subissais ce décalage dans une certaine solitude et une certaine peur d'être, ben voilà, à moitié folle d'une certaine façon. Est-ce que tu as ressenti ça et si oui, à quoi ça correspond et combien de temps a duré cette période pour toi?
Alors oui, j'ai toujours ressenti ça. Encore une fois, tu verras, hein, j'ai aussi la manie ou la manière d'être en subjectif et d'essayer de me mettre assez vite en objectif, autant que faire se peut, hein, d'ailleurs, hein, parce que comme on est un, c'est compliqué d'être sans biais de raisonnement émotionnel, quel qu'il soit, hein, d'analyse. Mais donc oui, le décalage depuis toujours. Et après, c'est important de se dire aussi, probablement, on doit tous se sentir un peu en décalage d'une manière normale, même si le mot normal est encore un sujet à part entière. Mais donc oui, depuis toujours, avec des moments un peu plus ancrés, puis d'autres moments avec des fois des complexités à s'ancrer dans l'espace et dans le temps. C'est pour ça que je me qualifie souvent comme le lapin blanc d'Alice. Je suis toujours en train de courir et puis parfois le temps file. Si je suis dans quelque chose, il peut se passer 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Je me rends pas compte en fait. Et donc je suis en espèce de flottement. On me dit que je fais rien et que je suis, mais pas du tout en fait. Ça bosse, mais le temps le temps devient un peu élastique. Et l'importance du temps est très variable en fonction des personnes, hein. Tout dépend comment tu veux employer ton temps, comment tu le cultives et tu le sèmes. Voilà. C'est plus ou moins facile en fonction des âges qu'on a. Quand on est jeune, un enfant ou un adolescent, enfin même si on part de l'enfance, hein, ou de l'adolescence, est plus ancré dans le temps. À l'adolescence, ça commence à se distordre un petit peu, mais euh, voilà. Donc après, ça peut être compliqué d'être toujours dans le côté extrêmement terre à terre que j'appelle aujourd'hui carpe diem, vraiment vivre la seconde, Ouais. pas la seconde dans ses réflexions ou son esprit ou autre, mais la seconde très terrienne avec ceux avec qui tu es. C'est plus compliqué quand tu es enfant parce que t'as pas toutes les analyses, tous les ressorts, toutes les prises de recul. Et puis je trouve que ça s'atténue avec le temps. Et puis après, avec ton point 2 et ton point 3, c'est là où après, et puis on apprend à se connaître, on sait comment s'ancrer. Quand on sent qu'à un moment, on s'évade, on est dans cette espèce de distorsion d'espace-temps, comment on retire sur le fil d'Ariane quelque part pour revenir là présentement, quoi. Ouais. Ok, donc cette étape 1, c'est une étape un peu peut-être pour toi de confusion, d'une certaine façon, ou pas du tout? De confusion par rapport à. Eh ben, à l'intérieur de toi, de ne pas avoir finalement de repères précis pour savoir où tu marches et donc du coup d'être un peu partout à la fois et nulle part en même temps, ou c'est pas du tout ça, hein, c'est possible aussi. Est-ce que c'est une question de repère ou de perception? Parce qu'on peut avoir des perceptions avec des repères à l'intérieur de nos propres perceptions. Ou est-ce que c'est une question de pas finalement euh, apporter aux autres, quels que soient ces autres d'ailleurs, le type de réaction ou de comportement qui est communément attendu. Tu vois. Ouais, Donc c'est très différent que d'avoir des repères. Dans ta zone à toi, tu peux avoir tes repères. Mais tu te rends compte des zones de frottement quand face à toi, tu sens que t'es pas là où il faudrait que tu sois. Tu vois, voilà. Et tu sais pas comment rectifier parce que tu vois pas comment faire autrement d'être comme t'es. C'est ouais, quand même ballot. euh, ouais, voilà. Et voilà, c'est marrant. Quand j'étais gamine, j'avais des images récurrentes quand je dormais ou pas, mais sans être schizo, hein, ça n'a rien à voir avec ça. Alors ça, je sais pas si on le gardera, mais d'un d'un sablier où le sable s'écoule. Alors une image blanche avec un sablier, le sable s'écoule hors du sablier, il coule, il coule, il coule, et au bout, il y a une bobine de film qui s'enroule, tu sais, le truc infini où le sable s'écoule et la bobine s'enroule. Voilà. ok. Ouais. Qu'est-ce que ça t'évoque justement? Oui, cette image-là, ça t'amène dans quel... À l'époque, hein, parce que ça c'est terminé, mais Ouais, ouais, comme quelque chose le temps qui file, le temps qui court, une certaine pression du temps, du grain de sable, d'une certaine urgence, tu sais, puis quelque chose de permanent. Voilà, comme une espèce d'urgence permanente à cet espace qui est compté et qui compte finalement, mais qui compte en étant une espèce de bulle ailleurs, tu vois. Et, voilà. Et ça m'arrivait de partir faire du vélo la nuit
à tout en pédalant pour que tu sais, pour me reconcentrer sur ici et maintenant, quoi. Et puis être dans mon petit sablier Ok. avec ma bobine et ma gomme. Ça y est, je suis cinglée. Et quel était Non, je ne suis justement... pas folle. Non, non, pas du tout. C'est tout à fait agréable justement de me dire ouais, c'est chouette. Je vois, tu vas m'emmener quelque part où j'ai pas l'habitude d'aller, dans ce que je ressens, et c'est ok pour moi. C'est juste, j'essaye d'être avec toi aussi. Yes. Euh, et, et du coup, je me demandais, dans cette étape 2, donc qui correspondrait à l'arrivée de l'étiquette THPI, potentiellement, si ça se trouve, c'est autre chose. Qu'est-ce qui symbolise pour toi ou non cette étape 2, si elle existe pour toi? Alors, qu'est-ce qu'elle symbolise? Ben, en fait, bon, pour reprendre quelque chose qui remonte aussi avant ton premier point, ma mère me comparait souvent à du mercure. Parce que des fois, elle voyait que je m'étalais, elle me disait rassemble tes billes, j'étais partout, et reconcentre, reforme ta boule centrale de mercure, tu vois. D'une certaine manière, de poser un mot sur quelque chose, mais quel qu'en soit le domaine, hein, d'ailleurs, hein, ça marche comme ça pour tout, ça permet de rassembler ces billes de mercure finalement, tu vois, redevenir un, et ne plus être multiple tout le temps partout, ou finalement, quand tu es multiple tout le temps partout, tu n'es plus. Alors tu es d'une certaine manière, mais pour être entier dans une chose, il faudrait être entier dans une des billes. Mais s'il y en a des milliers, comment tu es entier dans une des billes? Toi, tu as un petit bout de conscience partout. Voilà, donc d'une certaine manière, peut-être de mettre des mots sur un état d'être. Je pense que ça permet de rassembler ou de contrôler cette dispersion et ce rassemblement, tu vois, de se dire, ah, ok, Ouais. je comprends mieux le processus. Et c'est un côté rassurant, réparant. Et j'aime bien le mot reconnaissance. Toi, c'est un mot que je trouve très très beau parce qu'il vient de naissance, de reconnaître, de naître. Et c'est la répétition. Je trouve que c'est un mot assez intéressant. Voilà. Dans l'arrivée de cette étape 2 dans ta vie, qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Qu'est-ce que ça te fait ressentir, le fait de te sentir rassemblé? Est-ce que c'est quelque chose de rassurant pour toi? Est-ce que c'est quelque chose d'angoissant? Qu'est-ce que ça provoque chez toi? Alors, de me sentir rassemblée, bah, enfin, tu sais, je pense que pour tout le monde, c'est pareil. Hein, tu as toujours cette façon d'être. Donc, être un et multiple perdure, mais en tout cas, quelque part, ça rentre dans une certaine norme. C'est toujours. Ben oui, on est des animaux sociaux hein, et on vit d'une certaine manière en meute, en société. Donc, on a besoin d'appartenir à une norme, à une certaine norme, à une communauté. Donc, quelque part, c'est important parce que ça te remet dans la communauté avec ta façon d'être et tes différences, mais ça te réinscrit dans cette communauté globale. Et après, tu peux trouver une communauté plus particulière euh, où tu te sens finalement bah, dans cette norme, dans une certaine norme. Voilà. Donc c'est un côté pas rassurant, mais comment dire, mais qui valide, qui valide un état d'être ou un état de fait sans qu'il y ait de faute, sans qu'il y ait de mal, tu vois. On arrête le conflit avec le bien ou le mal, ou le truc, bah, t'es Oui. cinglé, les autres sont pas cinglés. C'est un peu au-delà de ça, parce qu'on est on a tous un peu notre pète au casque, hein, mais ou nos manières de voir, d'échanger. Enfin voilà, c'est comme ça c'est normal hein, quelque part, même si le mot normal enfin, est sujet à discussion, mais bon, c'est pas le sujet là en l'occurrence. Euh, mais ça réassoit un petit peu les choses, ouais, ça te redonne un petit peu ouais, de réassurance ou de rassurance, ouais, je pense, ouais, c'est ça. Mm. Ok. Un peu, Donc, c'est un peu où est ma tribu, voilà, ça te donne une nouvelle visibilité de tribu quelque part. ouais. C'est- Du coup, ce que je me dis, c'est que dans ce que tu cites, évidemment, c'est quelque chose qu'on aborde régulièrement sur cette chaîne, c'est le sujet de l'unité et de la multiplicité à la fois. Et en fait, j'ai l'impression que il y a des personnes qui sont perdues dans leur multiplicité et qui ont du mal à rejoindre la Terre, et d'autres qui sont plutôt dans la problématique inverse où ils ne supportent pas la multiplicité parce qu'ils ont envie d'être tellement cohérents que du coup, ils s'interdisent d'être multiples
et de se découvrir multiples, et que les autres les voient comme ça parce qu'ils s'en rendraient compte. Donc du coup, ils se maintiennent dans un seul état. Et c'est un sujet qui est passionnant, je trouve, parce que on le traite pas de la même manière, parce qu'on part pas tous du même point de départ aussi. Tout à fait, Donc ouais. ce qui est Puis on a confortable, ce qui est confortable pour les uns, c'est d'être dans cette multiplicité, d'être un petit peu dans le ciel, quoi. mmh mh. Et pour d'autres, ce sera d'être vraiment uniquement terrestre, mais d'un point de vue presque sans conscience de soi, quoi. Avec un seul état à affirmer et tout. Donc voilà, je sais pas si t'as un rebond à faire là-dessus, je t'ai peut-être même coupé en train de le faire. Non, pas du tout. Non, non, j'apprends à laisser les autres terminer aussi parce que sinon je j'ai tendance à couper beaucoup la parole donc j'apprends Bienvenue au aussi club. à me faire mes bullet points, pour attendre. Heu, qu'est-ce que bah, le rebond serait que, déjà, parfois, alors c'est pas du tout une généralité, ni une vérité, ni voilà, c'est, heu, peut-être, parfois, on pense être dans une zone de confort, dans notre zone de confort et c'est un leurre. Donc il y a aussi pas mal de zones à apprivoiser et ce qui peut être une zone de confort ou en tout cas qui peut sembler l'être, peut être une prison aussi, finalement parce que, elle est faite de peur, sur ce qu'il y a autour. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à apprivoiser, justement, aller un peu au-delà de sa zone de confort qui peut être un enfermement qui a l'air confortable, mais probablement qui ne l'est pas réellement. Est-ce que la zone de confort, c'est pas justement de maîtriser ou d'être en connaissance de son entièreté, tu vois? Ça, c'est plus Ouais, confortable parce que finalement, il n'y a pas de zone d'ombre ou de zone floue, ou de zone tumultueuse, ou de zone de peur, ou de zone voilà, c'est que tu parlais de fractal, là, on est dans l'hyper-compartimentation, l'hyper, je sais pas si ça se dit compartimentation, mais compartiment, peut-être dans l'hyper si, on va ah dire que tiens, c'est ok. je ne sais pas. Est-ce que ça c'est Si, mais je pense confortable? que c'est Je correct. ne sais pas. Ça, je ne sais pas si c'est très confortable finalement. Après, chacun va donner ce que c'est que le confort, hein. Être confort avec soi-même, est-ce que c'est pas justement se connaître totalement? Alors, je pense qu'une vie suffirait pas de toute façon, puisqu'on évolue en permanence, hein. Tout n'est que mouvement, donc autant la nature évolue, le temps bouge, nous on évolue en permanence, hein. Celle que je suis maintenant, bah, probablement, j'aurais encore évolué dans une heure et demie, avec ce qu'on échange. Enfin, on est en mouvement permanent. Ouais. Je- Oui, Juste ouais. pour dire, déjà, je suis d'accord avec ce que tu dis, et en plus de ça, il y a il y a ce truc-là, on peut y voir une certaine contradiction, c'est-à-dire que ça part du principe, et ça a été un grand bol d'oxygène de m'autoriser ça, mais au bout d'un grand moment, donc je connais le fait de pas vouloir que ça existe, le fait de faire coexister des vérités contradictoires. Dire je suis multiple et unique, je Mm. suis seul et avec les autres, etc., etc., etc. Et que ça soit deux vérités qui soient acceptables, ça donne quand même de l'air, moi je trouve. Mais je les vois pas comme contradictoires en fait. Le Elles noir peuvent est le pas l'opposé sembler, du moi je trouve. blanc, tu vois. Je trouve que le noir est pas l'opposé du blanc, la nuit est pas l'opposé de la lumière. Tout dépend comment on les perçoit. On a un œil humain qui fait qu'on voit ces différences-là, mais parce qu'on a notre perception avec l'œil humain, la lumière, voilà. Mais c'est parce que notre perception fait qu'on est obligé on met les choses en opposition, notre esprit et notre vue. Mais je suis pas sûre je suis pas du tout sûre qu'elles soient contradictoires. Je pense qu'elles sont dans la complétude des choses en fait, voilà, le tout est multiple et pas forcément en contradiction. Donc Ouais, moi je les vois pas comme contradictoires, hein. Je les vois comme plein de pans différents d'une même chose. Euh, voilà, sachant que si on avait une autre perception qui serait pas humaine, probablement elle les opposerait pas. Si notre esprit fonctionnait différemment, elle les opposerait pas. C'est notre ouais. façon d'analyser et de voir qui doit mettre des oppositions, mais je les vois pas comme opposées. Elles sont à côté, l'une avec Je, l'autre. je suis d'accord avec toi, et justement, ce que tu viens d'évoquer, c'est le fait de passer d'un monde du ou à un monde du et, on est d'accord? Un monde. Ouais, c'est ça. Mais oui, mais quand on est dans le Ouais. monde quand on est dans le monde du ou, on s'en rend pas forcément compte, on ne sait pas qu'il y a là, à quelques encablures de là où on est ancré et où on veut rester, le monde du et qui peut potentiellement être quand même une façon de se considérer, de considérer les autres, d'être au monde et ben très différente en fait, qui va changer beaucoup des choses qu'on pense vraies et fausses.
Et oui, sachant qu'en plus, on n'a pas, on est encore qu'une fois dans notre analyse humaine extrêmement restreinte, je pense. Donc, souvent, ce qu'on ne voit pas, on ne le croit pas, mais il y a tout un champ qui existe, qu'on ne voit pas, qui est pourtant là. Est-ce qu'on a les chakras pour le capter ou pas? Ça, c'est encore une autre question, mais c'est un peu la caverne de Platon, en fait, tu sais. Tout ça, voilà. Et puis l'étude du cerveau humain, on en est quand même encore à ses balbutiements, même si on a pu envoyer des gens sur la Lune. Donc, sachant que enfin, vraiment pour moi le trio qui fait un peu tout, c'est la tête, le cœur et le corps, et tout ça est tellement lié que c'en est extrêmement impressionnant, et qu'on est quand même enfermé dans ce mode de perceptif. Donc, il y a un tout, mais il y a tout le reste qu'on ne voit pas, qu'on ne sent pas, qu'on ne perçoit pas, avec lequel on ne communique pas. Donc, ça laisse un champ de possibles assez vertigineux. Tout à fait, et ce qui est à la fois flippant et tout à fait délicieux quand on y pense. Euh, j'ai une question par rapport à la solitude des personnes THPI. Est-ce que tu veux bien nous parler de ce sujet-là, puisque étant distancié de la plupart des gens de beaucoup par beaucoup d'aspects, la solitude doit avoir une saveur particulière pour toi. Ben, ça dépend des moments, hein, encore. Ça dépend des moments. Il y a la solitude choisie et la solitude subie. Déjà, c'est pas du tout la même chose. Ça dépend de quelle solitude on parle aussi. Il y a plein de formes de solitude, hein. La solitude relationnelle, la solitude professionnelle, la solitude amoureuse, la solitude émotionnelle, la solitude de contemplation. Il y a énormément de formes de solitude aussi. Euh, donc je dirais que des fois, elle est ressourçante parce que choisie, parce que nécessaire. Même si ça peut paraître bizarre, hein, pour les autres, mais se mettre dans sa bulle, ça peut être très ressourçant. Parfois, d'être dans sa bulle, si on voudrait en sortir, c'est un bien grand mot, mais comme on reste des animaux sociaux, on a besoin aussi de se ressourcer avec nos congénères, hein. Et on peut être avec nos congénères seuls également, mais donc c'est encore une autre forme de solitude. Euh, et, euh, et pour ma part, ça je me le suis toujours un petit peu dit, j'utilise souvent un mot qu'on n'utilise plus trop aujourd'hui, c'est le mot mélancolia. Tu vois, mais la vraie acception du mot mélancolia à l'origine, ça c'est une espèce de solitude un peu plus surnoise. Surnoise est pas très beau. Alors on peut écrire, hein, j'écris beaucoup et j'utilise cette espèce de lame de fond de mélancolia, mais ça c'est encore autre chose que j'ai pas encore tout à fait dompté. Ok. Et qui est génératrice de, de pensées intéressantes ou d'écrits voilà, qui peuvent être un terreau, un terreau, un terreau. Moi, j'ai pas envie de le qualifier parce que voilà. Interro Donc surprise. voilà. Ouais, un terreau surprise. Tu vas l'écrire autrement, mais voilà sur la solitude. Je pense qu'elle est parfois utile, parfois nécessaire, hein, parfois subie, parfois choisie. Qu'on peut être tout seul et pas seul, et qu'on peut être avec d'autres et être très seul, et qu'on peut être avec des autres pas seul, etc., etc. Et on peut être avec d'autres gens, chacun dans notre bulle, sans se sentir seul pour autant. Voilà. Encore une fois, tout ça, c'est variable et multiple. Et la question peut-être, c'est quelle est notre vraie prison, et est-ce qu'on en a une? Peut-être qu'il n'y en a pas, hein, tu vois. Ça dépend des personnes. Bah, du coup, ce qui me vient, j'aurais envie de te poser deux questions en une. La première, c'est est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de l'acception de mélancolia telle que toi tu la définirais? Et deuxième chose, moi, ce que je nommais en parlant de solitude, c'est plutôt la solitude de la relation de cœur à cœur avec les personnes que tu croises. C'est le fait de peut-être pas pouvoir faire cette connexion-là avec beaucoup de gens. Est-ce que ça te parle et comment tu peux nous en parler te concernant dans ton expérience? Alors, je vais répondre déjà à ta deuxième question. En fait, sur cette solitude-là, je pense que ça dépend de l'état d'esprit qu'on a sur le moment et de quel état d'esprit on veut avoir. Je suis pas sûre que ce soit lié aux autres, je pense que c'est vraiment lié à soi-même. Est-ce que sur un moment donné, on est en capacité de s'ouvrir et d'accueillir et de communiquer? Et je crois que c'est un travail aussi sur soi à faire, un peu aussi le mode carpe diem, mais vraiment, ce que je te disais tout à l'heure, le carpe diem, c'est être là, à cet instant et vivre la seconde avec ceux qu'il y a autour.
que ce soit un arbre, une plante ou des gens, quel que soit l'endroit. Donc je crois que c'est aussi une volonté très personnelle. Est-ce que je veux être avec l'autre là à ce moment-là? Est-ce que je suis capable de tirer mon fil d'Ariane et de me poser les pieds bien sur terre et d'être là et de partager, plus qu'une impossibilité de le faire. Je pense que c'est un choix. Est-ce que à ce moment-là, je sais que je vais être en capacité d'interagir avec des gens que je connais pas ou des gens que je connais pour passer un bon moment et vraiment échanger en toute humanité, tu vois, en toute fraternité. Donc je pense que c'est un vrai choix à faire. Est-ce qu'on s'en donne les moyens? Est-ce qu'on fait l'effort? Est-ce qu'on offre? Parce que c'est aussi du don, tu vois, de soi, mais c'est pas don contre don, mais finalement tout ce que tu offres revient à un moment donné aussi. Donc je crois que c'est un choix de savoir s'ancrer là présentement. Bah du Et, coup, et pardon, pas. hein, je suis obligé de t'interrompre pour te poser la question que tu dois trouver évidente, j'imagine. C'est comment t'es là tout de suite justement avec ça? Comment je suis tout de suite là avec ça? Ben j'arrive petit à petit. Ok, Voilà, j'arrive doucement. ça marche. Voilà. Et sur la première question sur la mélancolia, alors alors ouais, je sens, enfin voilà, mais c'est vrai que Baudelaire, Rimbaud, tous ces poètes-là en ont beaucoup parlé. Euh, qui peut être comparé dans son opposé, une espèce de joie immense ou de peine profonde, tu vois. Euh, J'appelle ça un peu une lame de fond. Et quand je fais des écrits et que je publie, je l'ai appelé ma larme de fond. Tu vois, voilà. Je trouve que ça donne un peu, voilà. Donc ça s'apprivoise, ça se voit venir, ça se gère. J'avais écrit il y a quelque temps un papier sur la sinusoïde émotionnelle des THPI. Un peu ça, tu sais, c'est la vague de fond, la larme de fond, la larme de fond, ou la lame de fond, c'est un peu tout ça. Donc c'est aussi s'apprivoiser soi-même, hein, et voir un petit peu qu'est-ce qui pourrait provoquer parfois euh, ces, ces vagues émotionnelles. D'autres ont dit être ou ne pas être, telle est la question, sur toutes les grandes questions existentielles, etc. Je pense que ça regroupe un petit peu l'ensemble de ces choses-là. Je crois que ça fait partie aussi de types de personnalité où on est très là, où on n'est pas là, où on se questionne beaucoup, où dans nos rapports humains, ils sont toujours francs et très authentiques et très vrais. Donc ça demande aussi énormément d'énergie, qu'on peut être très vite déçu. Euh, et quand on est très vite déçu, ça veut dire si on est un grand empathe, qu'on n'attend rien de l'autre, bah, finalement on n'est jamais déçu de l'autre. Donc quand on a tendance à tout donner tout de suite, mais en vérité, tu vois, et qu'on peut être déçu parce qu'on se rend compte que, bah, à l'inverse, c'est pas forcément pareil. On va le prendre de façon très très forte, voire très très violente. Voilà, donc c'est essayer d'être plus équilibré dans ses registres émotionnels et dans son rapport à l'autre, mais c'est pas qu'à l'autre, c'est aussi au monde, tu vois. Ça m'est arrivé, puis encore, je passais pour un peu spé, hein, mais ça peut m'arriver encore aujourd'hui d'aller me balader, de prendre ma musique, partir marcher quelques heures et de voir un papillon, une vague, hein, et me mettre à pleurer, tu vois. Ou de faire une rencontre rigolote et puis d'avoir des éclats de rire avec quelqu'un que je connais pas, des moments incroyables d'humanité pendant une demi-heure, et puis ça me fait 3 jours. Enfin voilà, tout est très, comment dirais-je, très, parfois trop justement. Voilà. Mais ça Tout est s'apprend très aussi, très. ouais. Ou trop, ou pas assez, tu vois. Mais ou trop, ouais, très ou trop. Mais et le pas assez, des fois, c'est peut-être ce qui peut nous frustrer que ce soit pas assez. Mais voilà. Donc je pense que ça s'apprivoise. Je suis pas sûre que ça se change fondamentalement, parce qu'on est fait comme ça. Mais ça peut s'apprivoiser en tout cas, pour que ce soit qu'on soit moins avec des lames de fond. Ouais. Voilà. Ou même que on arrive à garder, tout en gardant cette lame de fond, on arrive aussi à exister à un autre niveau que cette lame de fond, non pas pour la chuinter, Ah oui, mais tout à fait. Ouais, ouais. mais pour pouvoir être en contact ou non, suivant justement où on se met dans la profondeur de champ, j'ai envie de dire. Oui, oui, absolument, hein, absolument. Et puis cette lame de fond est souvent très solitaire, hein. Enfin, ça dépend des personnes, mais Choc disait les oiseaux se cachent pour mourir, c'est un petit peu ça, tu vois. Quand moi je sens que je suis dans cette vague-là, je m'isole parce que il n'y a pas de raison de. Bah, déjà, ça m'appartient, et puis c'est à moi de
toi de me redynamiser, et puis c'est incompréhensible pour les autres. Donc ça n'a pas d'intérêt, tu vois. C'est ni positif pour les uns ni positif pour les autres. Voilà, puis ça se, ouais, voilà. Donc voilà. Moi, ce que je me dis, moi, c'est justement, ça n'est pas compris par les autres. Peut-être que les autres n'ont pas envie d'accéder au même endroit chez eux, parce qu'il me semble intuitivement que c'est relativement universel cet endroit-là. Mais est-ce qu'on peut y amener de la conscience, ou est-ce qu'on freine des cas de fer dès qu'il est question de cet endroit-là? C'est plutôt comme ça que je le poserais. Je sais pas ce que t'en penses. Alors ça, j'en ai strictement aucune idée. C'est une question, je me garderais bien d'y répondre, sachant que je suis pas ni dans la tête ni dans l'esprit des autres, mais évidemment, dans cet ensemble des autres, enfin, je pense qu'il faut pas trop compartimenter les TT HPI, les THPI, etc. Enfin, toute cette partie-là, et puis les autres. Non, je pense qu'on fait tous partie du même. On est tous dans le même bain, hein, dans la même mer, avec le E entre parenthèses à la fin. J'aime bien cette, ce mélange de mer. Voilà. Et, euh, et après, c'est peut-être la question, et est-ce que soi-même on a envie de la partager, d'expliquer. Enfin, voilà. Je pense que la communication d'une manière générale permet de faire décoder, et que tout le monde n'est pas si fermé que ça, pas du tout. On n'est pas en incapacité de comprendre, pas du tout, mais est-ce que soi-même on a envie de s'ouvrir, et puis ce sera pas avec tout le monde évidemment, hein, parce qu'on n'est pas tous sensibles aux mêmes choses, mais c'est normal. Hein. Donc après, est-ce que soi-même on a envie de s'ouvrir à ça, d'expliquer, et finalement d'avoir finalement des camarades dans notre barcasse, quoi, quand on est en pleine tempête, tu vois. Ça, voilà. Ok, j'en reviens à mes étapes, et potentiellement pour t'évoquer celle, la numéro 3, comme je l'ai appelée, Qu'est-ce qu'on celle fait où de en tout ça? fait, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Est-ce que toi, ben, tu peux nous partager un petit peu, dans les grandes lignes, ce que veut dire pour toi cette étape 3, si elle veut dire quelque chose, ou la balayer d'un revers de main, si jamais c'est ton envie? Ouais, non, 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 elle est dans la continuité du reste, hein, comme je te disais sur le point 2. Je pense qu'à un moment nommé, ça permet de donner une réalité à quelque chose, mais sans la classifier sur du bien ou du mal. C'est changer un peu le niveau, parce que c'est très enfantin d'être dans du manichéisme comme ça, c'est bien, c'est mal, les gentils, les méchants. Donc je pense que ça permet de dépasser un petit peu tout ça, et de pas déjà s'auto-flageller ou s'auto-mal juger, et puis d'être ancré ou d'être enfermé dans le regard des autres, qu'on a toujours en plus souvent on a une analyse qui est assez négative et qui est souvent assez fausse. Donc c'est pas l'analyse de l'autre, c'est notre propre analyse sur soi-même. Donc c'est aussi des champs de perception, des champs perceptifs à dépasser. Donc qu'est-ce qu'on en fait? Je pense que quand on est peut-être d'une certaine manière réconcilié avec soi-même, qu'est-ce qu'on en fait? Bah juste sois toi, quoi. C'est pas sois toi et tais-toi, c'est un peu sois toi, lève-toi et parle, sois toi, lève-toi, marche et parle. C'est un peu ça. Ouais, se dire ben en fait maintenant j'ai le choix. Tu sais, c'est la pilule bleue ou la pilule rouge, quoi. Même s'il y a que deux couleurs, mais hein, en vérité, il y a, comme le kaléidoscope, hein, il y a une infinité de couleurs, mais je pense que ça donne le choix d'être. Ouais, ça redonne le choix. C'est un petit peu le prix de la liberté, tu vois. C'est un peu ça. J'ai écrit un papier aussi là-dessus il y a quelques temps. Pas sur ce sujet-là, mais c'est un petit peu ça. Si tu mets du temps à avoir cette nomination, c'est pas les Césars ni les Oscars, hein, c'est ta propre nomination dans ta propre personne, dans le monde dans lequel tu es. Se dire, ok, bah ça y est, vas-y, lève-toi et marche, quoi. On y est, t'as ta validation d'être. Alors c'est pas toujours que simple, mais ça permet d'être soi. C'est déploie tes ailes, quoi. Et le prix de la liberté, c'est peut-être, il a fallu autant de temps, peut-être pour en arriver là, quelles qu'en soient les raisons. Hein, ça c'est propre à chacun, à chaque vie, mais voilà, c'est peut-être le prix à payer pour vivre cette liberté-là. Enfin, cette forme de liberté, hein, parce qu'on est là-dessus chacun différent, mais de se dire, ok, essaye d'utiliser ton plein potentiel ou tes pleins pouvoirs, mais pas dans un mauvais sens du terme, en fait. Sois toi,
en connaissant un peu toutes ces zones et puis vider correctement sans viler quoi, exploite toutes tes parties. Voilà, mais ça peut faire. Enfin, je fais un rebond un petit peu différent, mais je trouve une des problématiques qui est pas actuelle, parce que je pense que ça a toujours été dans le travail, par exemple, c'est de pouvoir trouver des postes. D'où souvent les THP ou TTHP ou autres sont souvent indépendants pour trouver des postes où tu peux utiliser ta complétude de gamme. C'est un terme qui est un peu barbare, mais sinon tu rencontres pas de poste où tu peux utiliser l'ensemble du champ de tes compétences. Donc on s'ennuie souvent très vite parce qu'on va utiliser une des cordes. Euh, mais dans les cordes d'un arc-en-ciel, et c'est propre, c'est comme ça pour tout le monde. Il y a beaucoup de cordes, il y a beaucoup de couleurs, donc ouais, le vrai, peut-être le vrai côté intéressant de cette troisième étape, c'est de pouvoir utiliser toutes les cordes à ton arc, et puis sachant qu'il y a des cordes qui se rajoutent aussi en permanence, ou de pouvoir jouer et revêtir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, tu vois, c'est voilà. Puis être enfermé dans une des couleurs, c'est dire ok, j'ai tout ça à ma dispo, qu'est-ce que j'en fais pour être bien avec moi et bien avec le monde, quoi, et avec les autres, et qu'est-ce que je peux apporter réellement. Entièrement d'accord avec ça aussi, et je reviens à mon introduction quand je dis que le tout est plus que la somme des parties. Quand on fait vibrer deux cordes en même temps, on est sur un troisième truc en même temps. On n'est pas que Et sur un les deux troisième qu'on truc, active. ouais, et troisième truc, et encore une fois, là, c'est une question de perception, parce que tu vas faire résonner deux notes en même temps. Moi, je vais entendre un certain son, et quelqu'un d'autre entendra aussi quelque chose d'autre. Donc, même là, on est biaisé par ce qu'on est et nos propres perceptions. Donc oui, tout à fait. Qu'est-ce que tu crées en fait avec tout ça? Voilà, c'est ça. Ouais. Bah, merci à toi. On va passer à une autre petite étape de cette interview. Je te reçois ici aujourd'hui pour aborder avec toi un domaine dans lequel tu as évolué, c'est le domaine médiatique, le milieu médiatique. Et comment une femme THPI a-t-elle vécu des années au sein de ce milieu médiatique? Donc, ma première constatation sera factuelle. T'as survécu. C'est déjà ça. Donc déjà, bravo Ouais. pour ça. Euh, il y a plusieurs façons d'aborder ce sujet. Il y a déjà la question d'être une femme au milieu de ce monde-là. Comment tu nous parlerais des femmes que tu as croisées au sein de ce monde médiatique? Alors médiatique, enfin en tout cas monde de l'information et de la communication. Ouais, ok. Ce qui est un poil différent parce que ça fait plus de 15, 17 ans que je suis dans la communication, où je suis aussi dans l'information et dans les médias, mais ou en tout cas en relation avec des journalistes, parce que je suis une ancienne journaliste. Donc monde médiatique d'une manière plus globale, et milieu de la communication. Et alors la question c'est et les autres femmes là-dedans, oh là là, je suis pas sûre que je vais répondre à cette à cette C'est comme question-là, tu parce veux. qu'elle est déjà, je pense qu'elle est extrêmement complexe. C'est une discussion à part entière, et que ce soit les femmes dans ce monde-là ou dans un autre monde, je suis pas sûre que ce soit très différent. La question, c'est peut-être les femmes entre elles. Et alors, les femmes entre elles, si tu fais encore le distinguo entre les femmes THPI et les autres, parce que j'aime pas trop, parce que ça veut dire que on met un rapport différent entre les uns et les autres. Je sais pas si c'est très différent à part nos perceptions, mais nous-mêmes en tant qu'individus, je sais pas s'il y a tant de différence que ça. Donc c'est une question qui est compliquée, mais qui serait aussi compliquée si tu m'avais dit femmes THPI dans le monde professionnel avec les hommes, ce serait une question aussi compliquée, qui va pas ouvrir les mêmes portes, ni les mêmes fenêtres, ni les mêmes tiroirs, hein. Ça revient sur le rapport à l'autre finalement, et on retourne peut-être sur notre problématique d'avant, le rapport à soi, le rapport à l'autre, dans un milieu professionnel où tu n'es plus sur une démonstration personnelle, sur ce que tu es, mais sur ce que tu fais. Sauf qu'on n'est pas pro sans être perso. On n'est pas dans le monde ça commence à changer un peu là. On commence à ouvrir un petit peu les œillères. Quand on va dans le monde professionnel, on est aussi personnel, hein. On ne peut pas écarter les deux, hein. Donc on commence à arrêter d'être schizophrène, c'est bien, dans le milieu du travail. On laisse le perso à la maison, on n'emmène que le pro au travail. Bah ouais, mais non, ça c'est pas possible. Donc voilà, c'est une question aussi de perception de soi-même et des autres, et comment on est, et comment on fait avec ce qu'on est. C'est un petit peu, non, ça je vais digresser, mais sur la raison d'être et la raison de faire.
Souvent, on demande quand on rencontre quelqu'un, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, j'aime bien dire, mais qu'est-ce que tu es dans la vie? En fait, on est et après on fait avec ce qu'on est. Voilà. Donc c'est une question difficile. Et les femmes entre elles, en tout cas dans l'univers, dans ce que j'ai vécu, parce qu'il y a plein d'expériences très différentes, hein, mais dans le monde de l'information et de la communication, c'est que les femmes sont capables du pire et du meilleur, probablement comme les hommes, mais je pense que notre société a poussé les femmes à sortir pas à pousser les femmes, non, les femmes ont voulu sortir un petit peu de leur enfermement, ce qui les a poussées parfois à être pires que les hommes dans leur volonté de puissance et de pouvoir. Là, on est sur un sujet encore particulier, hein. Mais je pense que notre société ou notre humanité a beaucoup à retravailler là-dessus, à réparer là-dessus. On n'est plus autant des Vikings ou du Valhalla où les femmes étaient guerrières au même titre que les hommes. Enfin voilà, donc je pense que ça fait plusieurs centaines d'années qu'on est enfermé, qu'on s'est laissé enfermer. Mais ça, c'est une discussion qui peut être très très longue, donc je vais l'abréger. Mais ouais, je pense que les femmes peuvent être très très dures entre elles, plus dures que des hommes d'ailleurs. Et c'est greffé dessus peut-être pour réparer tout ça la notion de sororité. Je m'en méfie énormément parce que je trouve que c'est un peu du greenwashing. Alors là, je vais en faire hurler plein, hein, mais je crois en l'humanité, en la fraternité. Voilà. Après tout le reste, je pense que ça a été des pansements qu'on met sur des jambes de bois, des têtes de bois, des bras de bois. Voilà. Donc je dirais que on est tous capables du meilleur et non, pas tous pas capables du meilleur et du pire. Le meilleur et le pire existent et coexistent. Après, si on le sait, comment on analyse un contexte qui nous est toxique ou pas, comment on arrive à ne pas aller dans des contextes qui ne sont pas adaptés à notre type de fonctionnement, je pense que c'est plus maintenant la vraie question. Donc il n'y a pas de faute en fait, c'est se connaître soi et savoir ce qui nous correspond et ce qui nous correspond pas, et d'essayer de pas essayer de rentrer dans des cases où on ne tiendra jamais. Et là, on se retrouve dans des situations extrêmement violentes, et notre façon d'être et de faire ne correspondra jamais aux attendus de cette case ou de cette boîte. Donc ça ne marchera jamais. Mais comme il faut tout pour tout le monde. Ce qui ne marche pas pour l'un marchera pour l'autre, ou pour l'une, ou pour voilà. Donc il n'y a pas de règle, c'est à chacun de trouver sa tribu. Est-ce que pour toi, à titre personnel, dans ton expérience justement, euh, tu as eu besoin d'aller au sein de boîtes dans lesquelles tu pourrais pas tenir longtemps? Et est-ce que tu considères ton incursion dans ce monde-là comme étant une boîte de laquelle tu as voulu sortir parce que tu n'avais pas le choix, ou est-ce que c'est autre chose pour toi? Alors, je suis toujours allée dans des endroits euh, de mon plein gré, hein, parce qu'on m'a proposé des choses intéressantes en fonction des possibles, des ouvertures, des missions, des challenges. Donc ça a toujours été de mon plein gré avec beaucoup d'enthousiasme. Après, il s'est avéré, mais je suis vraiment pas la seule dans ce cas-là, hein, il peut s'avérer au bout d'un moment que ça matche pas. Même si tu peux apprendre des choses, même si par ailleurs il y a des choses très positives, hein. Voilà, oui, c'est arrivé. Si ça dure trop longtemps, on laisse beaucoup de plumes. C'est vrai que des fois c'est pas si simple que ça de se sortir d'endroits, de postes ou de boîtes où ça ne matche pas. C'est pas si simple. Voilà, parce qu'il y a la contingence de la vie, il y a plein de choses qui font que du jour au lendemain, tu peux pas dire ciao la compagnie, si t'as pas joué au loto et gagné 3 millions, c'est pas si simple. Voilà. Donc il faut laisser le temps au temps, et parfois le temps est salvateur et parfois le temps est assassin, hein, ça dépend. Donc c'est aussi un gros travail de fond à faire avec soi pour attendre, construire en même temps, trouver une porte de sortie, la créer, la construire. À l'intérieur de tout ça, pas trop se déconstruire soi-même, prévoir un tremplin pour se reconstruire après. Voilà. Donc tout ça peut prendre du temps. Mais oui, il a fallu que je me sorte au moins une fois d'un endroit qui était très très toxique pour moi, mais moi je devenais toxique aussi en fait, hein. Donc il n'y a pas de faute en fait, il y a juste
savoir où on est bien, où est-ce qu'on a une marge de manœuvre, et dans quel endroit finalement ça marche pas, même si on fait des efforts machin, ça ne marchera pas. C'est comme ça. Un rond va pas rentrer dans un carré, quoi. Au bout d'un moment, il faut être un peu binaire. C'est comme ça. Et c'est important de se dire, c'est pas grave, il n'y a pas de faute en fait. C'est pas la faute à un tel ou un tel ou un tel. Il y a des fois des matchs qui se font pas. C'est plutôt, c'est une avancée, hein, je pense, un peu honnête de reconnaître ce qui peut marcher, pas marcher, sans rendre fautif qui que ce soit. C'est juste de l'analyse, essayer d'être un peu factuel et de se dire, ok, voilà, pour telle et telle raison, ça fonctionne pas. Qu'est-ce qu'on fait Comment on change les choses et comment on peut faire pour que ce soit plus pertinent pour l'ensemble des parties prenantes, quoi. Voilà. Ok, merci. Pas de rien. Je me posais cette question-là en t'entendant, et puis je l'avais déjà sur le bout de la langue, juste en abordant ce sujet-là avec toi. Je me disais, le métier de Tu vois, c'est journaliste, chiant. Je te coupe, mais c'est chiant. Quand je ouais. t'entends dire des bouts de phrases de temps en temps, genre là, je me posais cette question-là. Hop, j'ai San Severino qui se met à chanter. Je me posais cette question. Là, 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 là. Ah, je la connais pas, celle-ci de San Severino. Mais oui, oui, je connais À plein de moments, tu dis des bouts de phrases et j'ai le truc qui commence à hop, hop, hop. le syndrome Fais du couper. jukebox. Enfin, que ce soit sur ça ou autre chose d'ailleurs, mais Ouais, ouais. pas forcément des chansons. Voilà, je C'est maîtrise. ok, tu peux y aller, même tu peux te mettre à chanter pendant que je parle, c'est Ah non, non, possible. je chante extrêmement mal, donc non, non. Donc bah merci alors de nous éviter ça. Donc la Avec question plaisir. qui me venait, c'était en fait le métier de journaliste, comme d'autres métiers, sont dans l'imaginaire collectif des métiers de passion avec des valeurs fortes, des personnes qui vont y aller et qui vont mettre euh, une partie du sens de leur vie à l'intérieur de ces activités-là. Il y en a d'autres qui sont moins propices à ça, quoi qu'on puisse les habiter aussi avec la même passion, hein, de toute façon. Mais je me demande dans quelle mesure le journalisme n'est pas un endroit où on vient avec de grandes idées, de grands idéaux, de grandes valeurs Ouais, et ouais. où on se les fait hacher menu. Et qu'est-ce que ça t'évoque? Alors ça m'évoque, oui, c'est mon métier de cœur, hein, et ça le sera toujours, hein, parce que c'est un métier de curiosité où aucune journée ressemble à celle d'après, où on rencontre énormément de personnes, où on a autant le côté solitaire pour travailler, si tu enquêtes, si tu fais une investigation, si tu écris un article, tu as ton temps à toi pour travailler, souvent seul hein, d'ailleurs. Hein. Et après, tu as ton temps avec les autres collègues, les journalistes. Quand tu vas à la rencontre d'eux pour travailler sur des sujets, tu vois des gens tout le temps, des gens très différents, de milieux très différents. Donc c'est vraiment parfois les rencontres de l'impossible. Hein, ça peut arriver dans nos vies sociales et professionnelles, qu'il y a des communautés ou des gens qu'on rencontre pas parce qu'on n'est pas amené à se croiser, les cercles sont pas amenés à se croiser. Dans certains métiers, notamment le métier de journaliste, tu rencontres tout type de personnes différentes, quels que soient les milieux, quels que soient les endroits, quelles que soient les problématiques. Ça, c'est vraiment d'une richesse absolue, je trouve. Donc en ça, ouais, oui, c'est vraiment un métier de cœur je trouve de grandes valeurs, mais comme dans plein métier, hein, enfin, tu sais, les valeurs d'honnêteté, de déontologie, de respect de l'autre, je pense qu'elles sont propres à chaque travail, en fait. Alors, on dit souvent des grandes responsabilités, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Effectivement, quand tu écris, quand tu publies ou quand tu vois des gens, je pense qu'effectivement, tu es tenu encore plus à être honnête, probe, avec une déontologie affirmée, c'est sûr. Euh, Est-ce que tout ça a été foulé aux pieds? Je dirais d'une certaine manière oui et non, mais le métier reste encore très beau. Il y a encore des rédactions qui travaillent très bien, il y a encore des très beaux médias, il y a encore des journalistes qui font un boulot incroyable. Après, dans l'ère du temps et la mutation des médias, ça devient de plus en plus un petit peu, on ne va pas dire du grand spectacle parce que le mot est extrêmement fort, mais le journalisme a évolué dans le sens de l'enquête, l'investigation. C'est plus disons que euh, c'est plus ce type de journalisme qui est sur le devant de la scène. Il existe évidemment toujours, hein, parce qu'il y a toujours des affaires, il y a toujours des informations à porter à la connaissance du public. Mais ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui, c'est plutôt des médias de spectacle et d'information en continu, où on court après chaque bribe de news ou de nouveauté, comme si la vie de tous en dépendait. Je pense que c'est vraiment un leurre. C'est un leurre sur l'importance des informations et l'importance des choses, mais c'est la société de consommation qui a créé aussi cette espèce de monde médiatique un peu mutant,
Voilà, donc je pense qu'il y a deux choses qui sont en parallèle. Donc je renie pas du tout ce métier, hein. Et des amis qui font toujours ce métier, qui font un boulot incroyable, que je connaissais déjà. J'étais en rédaction avec eux en 2002, 2003, donc ça date, hein, il y a 20 ans, quoi. Voilà, après, il y a ce que produit notre société, comment sont formés les jeunes aujourd'hui, il y a ouais, toute cette consommation de l'information et du spectacle. Les réseaux sociaux ont rajouté une brique aussi supplémentaire là-dessus, d'une visibilité un petit peu, comment dirais-je, un petit peu dérisoire. Ça me fait penser un petit peu, tu sais, euh, aux vanités, aux tableaux de vanité, aux vanités de la Renaissance. C'est d'ailleurs un tatouage que j'ai gravé sur le bras, une vanité au papillon. Alors les vanités à l'époque, c'était la représentation de la vacuité de la vie humaine, où on ne fait que passer. Il faut pas être il faut pas être trop, comment dirais-je, pas trop prétentieux, mais avoir trop le mot m'échappe, c'est embêtant. Il y a le genre qu'il est en haut à droite là, tu vois, il est planqué. Orgueil? Ouais, trop d'orgueil, c'est ça. Il faut être humble, hein, c'est savoir avoir de l'humilité, c'est très très important. Et je trouve que là, on est dans des périodes où il y a peu d'humilité, où chacun a besoin d'exister dans son petit périmètre. C'est aussi pour ça que faire une interview comme ça, c'est chose que je fais jamais. Parler de moi, je fais jamais. Genre de ça, c'est très dérangeant pour moi. Parce que c'est aussi gravé sur mes doigts, tu vois. No name. Enfin, je ne suis pas le sujet, quoi. Je n'ai pas le sujet. Euh, voilà, c'est pas. Nous sommes pas vraiment le sujet. Nous sommes un sujet parmi un sujet générique, mais le sujet, C'est pour ça que je parlais de absolument. fractal, hein. Là, tu vas me le refaire. Ouais, d'accord. Le sujet, c'est nous tous. Qu'est-ce qu'on fait nous tous ensemble et voilà, nous ne sommes qu'un maillon d'un vaste tout. Alors, le jeu, tu rajoutes un U derrière ou pas, hein, c'est comme tu veux. Mais donc tout ça pour dire que donc le jeu médiatique est dans une période, je trouve, particulière. On a encore du bon, et puis il y a d'autres choses que je trouve pas très pertinentes. Mais dans cet état de fait, quelles qu'en soient les raisons, parce qu'on peut en discuter longtemps et c'est pas l'objectif là, mais il y a encore de très bonnes choses, des jeux qui bossent, donc d'autres, hein, qui travaillent extrêmement bien avec beaucoup de déontologie, euh, qui sont utiles. Parce que normalement, le métier de journaliste, c'est ça, hein, c'est être utile à l'autre, hein. Je me souviens quand j'écrivais, j'étais en presse nationale. Euh, J'oubliais jamais de me dire, contrairement à plein d'autres journalistes de presse nationale à l'époque, hein, qui ont un peu le melon comme ça, on n'écrit pas pour soi en fait, hein, on écrit pour les autres, on écrit pour être lu, quoi. C'est bien, hein, de faire des beaux papiers, d'avoir une belle écriture, d'aller courir des super événements, et après de faire des papiers assassins parce que ça nous fait du bien de se sentir en pouvoir. Tu sais, c'est un petit peu comme dans Ratatouille, le critique gastronomique qui va juste pour démonter le restaurant, quoi, alors que c'est très bon, mais voilà, c'est son petit moment de pouvoir, quoi. Je trouve ça absolument terrible. Donc on n'écrit pas pour soi, ni pour se faire plaisir. On écrit pour transmettre, pour donner de l'information, pour communiquer. Enfin, il y a plein de raisons pour lesquelles on écrit, mais on le fait pas pour soi. Ouais, voilà. Donc il y a encore beaucoup de journalistes qui travaillent comme ça. Ils le font dans la vraie passion du métier pour l'autre, pour les autres. J'ai énormément de choses qui me traversent là quand tu parles, notamment le fait que tu dis je ne suis pas le sujet, euh, mais tout à l'heure on était aussi à un endroit, parce que je suis d'accord avec les deux affirmations, pour moi elles sont vraies, c'est-à-dire que effectivement, mais en même temps c'est à l'intérieur de soi qu'on va trouver ses propres réponses, son propre équilibre, et rien que le fait d'être soi avec cet équilibre-là, ça transpire quelque chose, ça envoie quelque chose, et c'est important de recevoir ça. Et quand tu allais interviewer des personnes, quand tu étais journaliste, j'imagine que tu sentais toute la, je sais pas comment dire, mais toute l'intensité que ça avait au niveau humain de faire ces rapprochements, qui sont pas forcément des rapprochements comme tu le soulignais juste avant aussi, qui se feraient naturellement dans le monde. Bah voilà, je pense qu'on serait pas tombé dessus en dehors de ce moment-là, parce qu'on n'habite pas au même endroit. Et c'est les connexions que j'ai faites en faisant ces interviews qui fait qu'aujourd'hui j'ai le bonheur de te recevoir. Et d'ailleurs, je voudrais justement, malgré l'appréhension que tu mets en avant, te remercier d'être passé par-dessus ces appréhensions pour venir échanger avec nous aujourd'hui. Et c'est un plaisir parce que euh,
se laisser percevoir en fait, sans spécifiquement avoir envie de briller, euh, bah, c'est une des choses les plus belles qui puissent être offertes aux autres. C'est vraiment là que ça m'amène. Voilà. Je sais pas ce que t'en Ouais, penses. ouais, mais non, non, mais je suis assez d'accord, hein, c'est gravé sur mon autre main d'ailleurs, toi, c'est l'ikigai japonais, c'est l'équilibre de Ouais. vie, le centre. Tu vois, donc je suis assez d'accord, hein, oh, il y a plein de citations qui disent ça, hein, puis c'est aussi sur un vase cassé, c'est à travers les fêlures d'un vase que la lumière sort, tu vois. Je suis assez, alors, la citation n'est pas la bonne, hein, mais je suis tout à fait d'accord avec ça. Je n'étant pas le sujet, mais effectivement, je étant le sujet pour venir à l'autre. Je viens à l'autre avec mon jeu. Tu mets un U ou pas, ou les deux d'ailleurs, hein, les deux fonctionnent. Les deux fonctionnent. Oui. Euh, et, euh, et dans les papiers que je peux publier aujourd'hui, ou même dans mon activité de conseil ou de formatrice, où je travaille beaucoup avec l'Institut des hautes études du ministère de l'Intérieur, j'ai toujours ce rapport humain où je vais rencontrer chaque semaine des gens extrêmement différents. Euh, donc c'est toujours, mais parce que ça c'est de l'humanité en fait, que ce soit pour écrire un article derrière ou pour accompagner des personnes dans leur réponse média ou ou sur pas du coaching parce que je suis pas coach, hein, c'est un estampille avec des diplômes, hein, évidemment tout ça, des accompagnements bilatéraux pour des prises de parole, pour enfin bon bref, je ferme la parenthèse, mais c'est toujours de l'humanité en fait, donc euh, la matière première, la base n'a pas changé. Ce qui change, Oui. c'est ce que tu en fais. Donc, soit à la fin, tu fais une publication, un article, un dossier, un reportage, une enquête, soit après, c'est que tu transmets, tu accompagnes quelqu'un dans son besoin, tu formes des gens, tu es avec des équipes. Voilà, donc finalement, et puis tu donnes aussi de ton humanité pour en recevoir, parce que c'est vrai que dans de belles interviews que j'ai eu à faire il y a un petit moment, j'adorais vraiment l'interview et cette rencontre-là. C'est parce que tu donnes que tu reçois. Hein. Donc voilà, c'est un vrai exercice l'interview et tu le sais puisque c'est ce que Ouais. tu es en train de faire hein, d'ailleurs. Ouais. Tu reçois rien si tu donnes pas, si tu t'ouvres pas, si tu laisses pas passer un petit peu la lumière, si tu captes pas l'humanité de l'autre, aller chercher un peu derrière. Et ça revient un petit peu à quelque part ton point 2 de tout à l'heure, quand tu te rends compte que tu n'es pas forcément en décalage, et ton point 3, qu'est-ce que tu en fais Qu'est-ce que tu en fais Ça revient un petit peu là-dessus quand tu comprends ton fonctionnement et quelque part ta puissance relationnelle ou de compréhension, d'action sur plein de domaines différents. Quelle lumière tu vas laisser passer? Est-ce que tu en as peur, pas peur? Et qu'est-ce que tu donnes à l'autre pour le comprendre lui ou elle, hein, Ouais. pas dans son entièreté parce que je veux pas être, enfin c'est un peu prétentieux de dire ça, mais euh, qu'est-ce que tu vas aller capter de morceaux de son âme pour que finalement il y ait cette rencontre, tu vois, ce truc qui fait que ouais que t'as des auras après, tu sais, c'est assez, ouais, c'est assez, des fois ouais, voilà, il va se créer quelque chose encore une fois, c'est des résonances. Voilà, donc ça c'est quelque chose que j'utilise toujours au quotidien dans mes activités, ce rapport à l'autre. Bienveillant, c'est une des bases aussi. Je vais pouvoir refuser des missions ou des clients si dans les premiers échanges, je sais que ce sera pas constructif pour l'un ou pour l'autre, avec cette nécessité de bienveillance et d'authenticité. Euh, voilà. Pour moi, ça c'est hyper important. Ça veut pas dire que je suis chaud à la crème et bisounours, etc. Pas du tout. Hein. On peut être aussi extrêmement rigoureux et pro, mais dans le respect de l'autre tout le temps. Voilà, quel que soit l'autre. Et vice versa Mm. d'ailleurs. Hein. C'est un indispensable. Je garde précieusement cette phrase que tu viens de prononcer tout à l'heure, là, qui disait quelle lumière tu laisses passer. J'ai presque envie d'appeler l'entretien comme ça. Je trouve ça super. Ouais.